en politique est déjà avec nous. Agapit Napoléon Mafolikan, bonjour. Bonjour à Tifo, bonjour à Alali qui n'est pas là, qui anime son émission le matin. Et puis bonjour à son équipe, bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà. François Xavier Noumon a annoncé un marathon pour vous, marathon d'une quinzaine, au cours de laquelle on vous verra chaque matin ici. Alors, déjà rappelez avant de vous installer confortablement avec les questions, rappelez que vous êtes quand même consultant politique, expert en gouvernance, expert électoral, consultant médias et communication. Alors, une question ce matin, c'est quand même vous demander le contexte économique, social, politique même, à l'interne, voire à l'externe, de la survenue de cette conférence dont nous célébrons aujourd'hui le trentenaire. Oui, effectivement, du 19 au 28 février 1990, le Bénin a connu une de ces messes dont on oublie rarement l'existence, autant du point de vue qualité de célébrant qu'au niveau donc de l'assistance. C'est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui rappeler cet événement sans parler du contexte, mais parler de tout ce contexte. Ce matin, on risque de déborder sur l'émission, d'aller au-delà même du temps, parce que c'était quand même un contexte assez chargé du point de vue historique, du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue politique. On va dire tout simplement que la géopolitique de 1989, pour parler de 90, il faut remonter à 2-3 années et auparavant, avec le régime du Parti de la Révolution populaire du Bénin, absolument essoufflé. Essoufflé par un contexte économique mondial fait de crise, de ce qu'on appelle la conjoncture économique mondiale de l'époque. Déjà, il y a ça, marqué par la détérioration des thèmes de l'échange au niveau des produits pétroliers, au niveau de l'AERA. Donc, il y a un environnement économique qui n'était pas des meilleurs, mais il y a un environnement politique qui a quand même tout précipité. C'est un peu la désintégration de l'autre bloc qui gérait la bipolarisation, qui faisait en sorte que depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous avons connu un environnement de bipolarisation marqué d'un côté par les États-Unis d'Amérique, dans le capitalisme avec toutes les forces alliées, et de l'autre côté par l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui faisait un bloc des socialistes, donc de ceux qui alignaient de l'autre côté des forces de travail. Donc, en 1989, des crises qui, 5 ans, ont démarré, notamment renforcées par la perestroïka et la glasnost avec l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev en 85, a donné tout ça, réuni, à précipiter ce qu'on appelle la chute du mur de Berlin en novembre 89. Dès lors, dès la chute du mur de Berlin en novembre 89, il n'y avait plus de blocs. Il y avait qu'un seul bloc. On a quitté la bipolarisation pour l'unipolarisation. Les régimes qui se réclamaient donc du bloc socialiste n'avaient plus de soutien, même si déjà, après le 85, avec Gorbatchev, tout cela avait déjà commencé par faire peur, par être remis en cause. Un peu l'environnement un peu historique et politique. À l'interne, le Bénin devrait commencer par payer notamment sur le plan économique, c'était pas bien. Les sociétés d'État créées en 1975 ont pratiquement été toutes fermées, banqueroute, mauvaise gestion, malversation, je sais pas ce qu'il faut, quelque ajouter la concussion, donc, on en est arrivé, à ce que, en 85, 88, 89, toutes les sociétés disparu. Ils ont fermé avec des ardoises laissées. La banque commerciale du Bénin, qui est la seule banque, qui était une banque publique, qui était la seule banque existante, donc était essoufflée parce que c'était autour d'elle que tout se gérait. Il y avait la banque commerciale, il y avait la banque des Béninois pour le développement. Une question à ce niveau, au niveau de la banqueroute, c'est vrai que toujours quand on l'a abordé, on a évoqué cette mauvaise gestion-là, mais certains quand même pensent que cette ambiance-là a été introduite de l'extérieur par ceux qui ne voulaient pas du régime? Non, pas du tout. Un semblant de virus en gestion? Non, pas du tout. Disons que, oui, ceux qui ont été appelés à gérer ont mal géré. Il faut être clair.
Et je pense que Mathieu Kérékou a toujours été remonté un peu contre les intellectuels, parce qu'il disait, oui, bon voilà, on leur a confié la gestion, et ils ont tout détruit. C'était pas manque de compétences? C'était les deux. C'était les deux. Il y avait une ambiance un peu de révolution, où, bon voilà, une sorte d'incantation pour la révolution, prêt pour la révolution. Prêt. Et dans ça, les gens creusaient des trous en bas. Tout le monde profitait du bien commun. Et autant le régime luttait contre la corruption, enfin, disait lutter contre la corruption, autant en bas, les gens du régime, en tout cas, beaucoup se servaient un peu de tout ça. Et il fallait dire que l'environnement n'était pas des meilleurs non plus. Un pays qui se dit socialiste, avec une gestion quand même les cadres qui le géraient n'étaient pas absolument convaincus, il faut le dire, beaucoup étaient entrés dans le système parce qu'il fallait y être, de façon des gens qui étaient de gauche, mais il y avait des luttes internes entre ceux qui ne voulaient pas et travailler avec le système, qui voulaient un repli tactique, et ceux qui voulaient plutôt participer à la gestion donc du pouvoir avec les militaires. Donc il y avait cet environnement. Alors c'est tout ça réuni qui a commencé quand le pays a compris que l'économie nationale ne tenait plus à rien. Et on allait droit vers le décor. Le régime a lâché du lest en faisant recours aux institutions de Bretton Woods. C'est le premier virage important parce qu'on était socialiste, on était dans le canton d'abord sur nos propres forces. On a passé tout le temps à taper l'impérialisme, le colonialisme, un peu toutes ces... Et puis subitement, on était obligé d'y aller. Donc c'était le premier renoncement un peu du régime à sa propre idéologie. Et donc, les institutions de Bretton Woods ont imposé naturellement leurs conditions. Leurs conditions. Et dans les conditions, il faut justement ouvrir le régime un peu à la démocratie. Donc, c'est un environnement historique, politique, économique. Au niveau de l'éducation, comme au niveau politique, le Parti communiste, on doit quand même en parler. En ce moment-là, le Parti communiste du Dahomey, qui était le seul parti qui, de manière ouverte, attaquait le système, affrontait le régime avec des tracts, avec un certain nombre de déclarations, et pas médias interposés, surtout au niveau international. Le Parti communiste du Dahomey a trouvé le champ fertile pour infiltrer, à travers les comités d'action, les différents secteurs clés, l'éducation, l'université, les établissements scolaires et les entreprises. Et puisque les salaires devenaient irréguliers, puisque les bourses n'étaient plus payées régulièrement, naturellement, ils ont trouvé un terrain fertile. Et donc, les manifestations qui avaient commencé déjà en 85, qui ont donné lieu à une purge au niveau du parti, ont sont poursuivies. Et en 89, c'était donc janvier 89, hécatombe dans les établissements, grève, mort, menaces, violence, ça a embrasé un peu l'administration, tout arrêt, pas de salaire, sans rien, voilà, le régime se dédie le 6-7 décembre 89, confie tout le pouvoir à Mathieu Kérékou, qui donc avait pour mission de convoquer une conférence nationale des forces vives au premier trimestre 90, ce qu'il fit en mettant en place un comité préparatoire présidé par Maître Robert Dossou, avec comme vice-président Mousse Legbe, Pancras Blati et autres, ceux qui étaient des hommes nouveaux de l'époque. C'était pas si nouveau que ça, mais il n'était pas à l'avant-garde de la gestion politique. Il était plutôt avec Mathieu Kérékou au palais. Là, maintenant, on les a mis devant la scène. Je dois quand même dire, dans l'environnement, je dois ajouter que Robert Dossou a joué un rôle important dans cette affaire. Robert Dossou est en dessous. On se rappelle toujours, juillet 89, ils sont allés voir Kérékou. On lui a dit, voilà, président, ça ne va pas. Ça ne va pas, voilà, il faut faire quelque chose. On va faire quoi? Écoutez, quand un bébé pleure, on ne lui donne pas, on ne le frappe pas, on lui met le biberon. Donc, regardez un peu le pays, voyez ce qui se passe, essayez de... Donc, je pense que quand ils ont quitté le palais, ils ont fait cette déclaration, que nous avons dit ça au chef de l'État. À l'époque, c'était pas facile. Les Albert Tivouedre faisaient des va-et-vient. Monseigneur, le cardinal Bernardin Gantin, qui était au Vatican, venait, ils allaient parler à Kérékou. Mais cette fois-là, c'était aussi clair que ça. Ils ont dit ça, les choses. Et puis en décembre 89, le clergé catholique a fait sortir une lettre pastorale qu'ils ont appelée Repentez-vous et le béné sera sauvé. Et je pense que c'était un certain nombre donc d'environnements qui étaient en place et qui ont permis donc qui ont accompagné l'organisation de cette conférence nationale. Voilà un peu le contexte, voilà un peu l'environnement. Le régime a lâché un peu de l'Est, a fait une amnistie, août 89.
voilà, on a demandé à tous ceux qui sont à l'extérieur de rentrer pour participer à la nouvelle marche donc du développement du pays. Et donc on a vu rentrer au pays les gens comme Adrien Bédi qui était au Gabon, en France. On a vu Émile Dalin-Gissou, Ildefonse William Lemon, tous les gens qui étaient condamnés à mort par le régime. Voilà, certains ont eu le courage de rentrer au pays. Il y en avait qui étaient déjà au pays un peu terrés, mais qui sont restés quand même voilà. Voilà dans le contexte dans lequel moi je dois ajouter également qu'une semaine avant, comme je vous ai dit que tout changeait, une semaine avant, Nelson Mandela avait été libéré, lundi 12, dimanche 11, lundi 12 février 90, le régime de l'apartheid. Il fallait vivre l'époque pour comprendre la portée de l'événement. À lâcher également du reste, à libérer Nelson Mandela. Nous étions donc dans un renouveau général au niveau mondial, avec la chute du mur de Berlin et la fin de la bipolarisation. Un renouveau général au niveau de l'Afrique, avec Nelson Mandela qui est libéré. Entre autres, il y avait d'autres développements également, et un renouveau général au niveau du Bénin, avec donc la fin du régime du Parti de la Révolution populaire du Bénin, le pouvoir remis à Kérékou, la conférence nationale des forces vives de la nation qui s'ouvrait ce lundi 19 février 1990. Une conférence comme pour donner un nouveau souffle à la nation, pratiquement dans cette ambiance-là qui, voilà, était, on va dire, était carrément en condition de décomposition. Alors, on ne va pas parler de la conférence, on aura la quinzaine pour en parler, mais une question quand même aujourd'hui, 30 ans après, s'il fallait encore revivre cet événement, s'il fallait encore le recréer, ou il vous était donné de vous prononcer sur la nécessité de sa tenue, que diriez-vous? Écoutez, il y a 30 ans, j'étais écolier, j'étais en terminale. Nous étions à la maison, perdus un peu, regardant un peu, scrutant l'avenir. En terminale, sachant pas, oui, en terminale, oui, de toute façon, je savais lire l'histoire et je savais commenter. C'était dans l'actualité. Ouais, absolument. Donc, oui, il fallait, à l'époque, on disait qu'il fallait prendre des initiatives. Il fallait bien que le gouvernement prise des initiatives. Il fallait faire quelque chose. Il fallait un déclic. Il fallait un choc. Et nous avions apprécié à sa juste valeur la sortie de Robert Dossou et de René Amansou, juillet 89. Ça, c'est important de noter. C'est vrai, beaucoup après, je pense que Robert Dossou était très, très mal payé, il faut le dire, même si on a la quinzaine pour le dire. Mais c'est vrai, on peut dire ici, là, sur eux, mais ils avaient eu ce courage, ils étaient doyen de la faculté du droit à l'époque. C'est bâtonnier, je pense qu'il venait juste de finir d'être bâtonnier, où il était encore. Le professeur René Amansou, je sais pas si beaucoup le connaissent encore aujourd'hui. Il fallait à l'époque, parce que vous ne pouvez pas parler sans être taxé peut-être d'anarcho-gauchiste ou de réactionnaire. Donc, on ne sait pas. Mais lui, sa chance, c'est que, bon, il a gravité autour du système. Il était l'avocat de l'État béninois dans le cadre de l'agression à main impérialiste de 16 janvier 1977. Donc, tout ça, l'ont sans doute aidé. Allez, alors moi, donc, vous allez demander à Pierre Shaw, est-ce qu'il fallait faire quelque chose? Il vous le dit. Vous demandez à Robert Dossou, va vous dire oui, il fallait bien. Vous demandez à Montselegbe, il vous dira oui, il fallait bien faire quelque chose. Vous demandez à Pancras Bratier qu'il fallait faire quelque chose. Donc, toutes ces personnalités, peut-être la Daniel Tarima, qui était le cabinet civil, si vous leur posez ces questions à l'époque, ils vont vous dire oui, il fallait bien bouger, il fallait bien agir, il fallait bien poser un acte, il fallait bien un choc pour faire la transition. Parce que lorsqu'on a passé 20 ans à dire qu'il fallait balayer les forces réactionnaires en taxant les gestions de Bretton Woods de capitalisme véreux. Donc, vous ne pouvez pas faire ça et après dire venez nous financer. C'était totalement, le Bénin avait le dos au mur sur le plan économique, il faut le dire. Et sur le plan politique, le développement de la géopolitique, aussi bien sous-régionale, continentale que mondiale, ne lui paraissait pas favorable. C'était pas favorable pour elle de continuer. Il y avait plus de soutien à l'extérieur et c'est là que les nôtres qui sont dehors ont mis le coup de grâce. Je me rappelle Mathieu Kérékou, on va peut-être revenir là-dessus, interpellant Nicéphore Segoul en pleine conférence nationale, dit, on vous avait dit de venir nous aider, alors que je vous ai croisé dans un avion, je vous ai dit venez nous aider, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que je vous ai vu? Donc, à l'époque, l'environnement n'était pas favorable à venir colmater les brèches avec le régime du PRPB. C'était plutôt l'aider à partir parce que, justement, les gens n'ont pas manqué, ils n'ont pas bien digéré. Qu'en 1974, on a tout nationalisé et on les a chassés pratiquement du pays. Donc, il y avait ça.
Alors, est-ce qu'il fallait le faire? Oui, il fallait. Il fallait bien quelque chose. Il fallait bien un forum. Il fallait bien une grande rencontre. Moi, j'estime simplement que c'était une rencontre conjoncturelle. On était coincés. Quand vous êtes coincé, vous avez le dos au mur, vous êtes obligé de faire quelque chose. On a fait quelque chose. Trouver une parade. On a trouvé la parade. Mais après, ce que j'ai déploré, et on aura le temps de le dire, j'ai déploré qu'après la parade, on est allé s'adoucir en disant oui, bon voilà, on a trouvé, c'est fini, nous avons inventé la meilleure chose au monde, et puis bon voilà, on ne peut plus réfléchir à autre chose, on s'accorde, et puis on s'adosse, et puis on y va. Non, je ne pense pas. Ça a été trop beau à nos yeux. C'était, oui, et tellement beau qu'on n'a plus voulu d'autres choses. On n'a pas voulu voir plus loin. Alors que le monde évolue, tout évolue, et la réalité de 89-90 n'est pas la réalité de 2000, de 2010, de 2020. Donc, ouais, un peuple doit d'être en éveil, construire aujourd'hui, bâtir demain aujourd'hui, ça doit être le cas. Donc, quelle que soit la beauté de la bâtisse, quelle que soit la beauté de la charpente, quelle que soit la beauté de l'architecture, on doit toujours penser à l'améliorer, penser à l'avenir, donc en mettant en place une réflexion de développement, une réflexion prospective. Cela nous a manqué. Mais bon, on n'est pas encore en train de tirer les conclusions. Je pense qu'on est qu'au début, on aura l'occasion. Sinon, j'avais envie de vous demander si c'est le manque d'anticipation après avoir tenu cet événement-là qui nous a conduit au dialogue politique de 2019. Oui. Disons que j'ai eu à faire le lien entre les deux, mais je pense qu'on est trop tôt. C'est trop tôt encore ce matin de parler du dialogue politique. J'ai eu à faire le lien et je continue de faire le lien parce que pour moi, oui, on ne peut pas ne pas s'arrêter sur le dialogue politique. Je vous l'ai dit, on s'est vu trop beau, trop bien, trop bien. Et bien, vous voyez, ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est que il y a des acteurs de 90 qui doivent quand même parler. Et il y a des acteurs aujourd'hui qui doivent parler. J'espère qu'on aura l'occasion, certains ont bien accepté de parler, mais on aura l'occasion donc de les écouter parce qu'ils étaient des acteurs importants de l'époque. Mais il y en a qui se refusent. On va essayer de voir si on peut les convaincre. Parce que témoigner permet de dire sa part de l'histoire et de permettre à la jeune génération de comprendre. Il y a des gens qui pensent que l'histoire du Bénin a commencé avec l'arrivée de Boni Yaye au pouvoir. Il y en a qui pensent que l'histoire du Bénin a commencé avec l'arrivée de Seguro au pouvoir. Il y en a qui pensent que l'histoire du Bénin commence avec l'arrivée de Patrick Talon. Non, il faut analyser le tout. C'est le tout tient en un en tout en un. C'est-à-dire que la démocratie de 90, la Conférence nationale a mis en place un dispositif qui nous a conduit jusqu'à au dialogue politique. Donc, tout ce que nous avons connu, d'errance, d'errement, de progrès, d'évolution, tout ça tient de la Conférence nationale de 90. Mais est-ce que nous n'avons pas pu aller plus loin? Le dialogue politique, nous n'avons pas déjà fait 1, 2, 3, 4 dialogues politiques pour avancer? Oui, Albert Evoge a eu la géniale idée de faire organiser en 98 la conférence économique nationale, et la conférence sociale nationale, et la conférence politique nationale. Je pense que donc, il y a des débats peut-être sur lesquels on va peut-être arriver. Deux fois, l'intérêt devra être donc de tracer de nouveaux signaux pour d'autres types donc de rencontres qui permettent au pays donc d'avancer et surtout de se tracer un nouveau chemin ou de nouvelles pistes et vers le développement durable. Agapit Napoléon Maforican, pour ce numéro 01 de cette quinzaine qui démarre comme c'est le numéro 1. Le numéro 1. Le numéro 1. Alors, comme François Xavier Noumon l'a annoncé, chaque matin vous serez là pour, on va dire, analyser un pan de ce moment-là qui, quand même, est resté mythique à nos yeux, nous les jeunes, duquel les gens disent de bien, mais pas suffisamment pour que certains saisissent ce qu'il y a à saisir, pour faire les liens dont vous parliez. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à tous nos téléspectateurs. Bonne suite de programme à nos téléspectateurs. Merci.